Bonjour à tous et bienvenue en ce lieu pour parler de la Côte d'Ivoire, notre cher pays, qui, comme vous le savez, peine à trouver les voies et moyens d'un pardon ou d'une réconciliation. Et malgré donc toutes les actions qui ont été menées depuis longtemps, il faut dire que ce pardon se retrouve difficilement, et on peut le nier. Je vous épargne donc de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été entrepris, pris comme initiative par le gouvernement actuel pour accomplir cette mission. Mais il faut reconnaître que depuis le 3 avril 2017, cette tâche, sinon cet idéal, a pris un autre tournant, un tournant assez décisif, avec le discours fondateur donc, du président de l'Assemblée nationale. Et c'est pour en parler que nous avons le plaisir, je dirais, d'être reçus ici par l'éminent professeur Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, je le rappelle, est professeur agrégé donc, de philosophie dans l'Académie de Rouen, docteur en philosophie, et chercheur au laboratoire Savoir-Langage, UMR, 95-63, et coordinateur surtout du club international de conférences de l'Assemblée nationale. Et surtout, et c'est ce qui nous intéresse ici, conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence Guillaume Kitba-Soro. Et c'est à ce titre que nous rencontrons. Je veux dire qu'il a mis l'information à nous passer, parce que nous assistons depuis un certain moment à beaucoup de choses. Nous entendons beaucoup de choses qui se disent. Et la question, c'est de savoir aujourd'hui quelle est la vision du président Guillaume Soro pour le pardon et la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est autour de cette thématique que va se dérouler cet entretien. En termes de timing, nous écouterons d'abord le conférencier. Après, je laisserai la parole aux journalistes que vous êtes pour vos questions. Et à la fin, éventuellement, nous aurons des moments d'échange informels. Et pour ceux qui le souhaitent, on pourra se retrouver juste à côté, après, pour le pot de l'amitié, Ville d'Argent. Merci, je pense avoir tout dit, je ne vais pas aller au-delà. Donc, professeur Franklin Nyamsi, vous avez la parole. Merci, mon cher Lawrence. Chers frères journalistes de Côte d'Ivoire, journalistes africains sur la place de Paris, je vous remercie tous d'avoir fait ce déplacement en ce samedi 24 juin 2017 pour l'entretien auquel je vous ai convié et qui porte, comme je l'ai dit, sur une information principale, c'est que, en fait, les 9-10 septembre 2017 à Paris, se tiendra un colloque international pour le pardon et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je venais principalement à cette occasion vous annoncer que ce colloque est en préparation, vous parler un peu des contours du comité scientifique de ce colloque, vous parler des objectifs que ce colloque se donne à court et à long terme, et bien sûr, de manière incidente, vous brosser une image de l'engagement fort qu'a pris le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence Guillaume Soro, lors de son discours du 3 avril 2017, axé sur le pardon et la réconciliation. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Et je commence aussitôt par un petit propos introductif pour préciser un peu l'esprit de cette rencontre. D'abord, je crois qu'il n'est pas nécessaire, chers amis journalistes, il n'est pas nécessaire de faire toute l'histoire des 30 dernières années au moins de la Côte d'Ivoire. Il est juste important de rappeler qu'à partir de 1993 au moins, ce pays va entrer dans une succession de crises fortes. Toutes ces crises viennent à la base de la grande crise économique des années 70-80, qui, comme vous le savez, vient du déséquilibre entre les ressources, les recettes de l'État de Côte d'Ivoire et les besoins de sa population. On a eu les années glorieuses, 60-70, où, avec une croissance à 2 chiffres, la Côte d'Ivoire pouvait faire face à la demande sociale, économique, culturelle d'une population fortement diversifiée, avec un accueil de 30% d'immigrés de la sous-région ouest africaine. Et quand il y a un déséquilibre dans le coût
des produits, des matières de base d'échanges internationaux, la Côte d'Ivoire se retrouve justement avec des difficultés de faire face aux besoins sociaux, économiques, culturels de sa population, qui quant à elle s'est multipliée. Vous savez très bien qu'il y a deux grandes doctrines qui vont s'affronter à partir des années 90. Deux grandes doctrines vont s'affronter autour de cette question. D'une part, une doctrine qui dit que pour faire face à la forte demande sociale, économique d'une Côte d'Ivoire dont la population s'est multipliée par 10 entre 1960 et 1990, ce qu'il faut faire, c'est réformer l'État, dégraisser pour ainsi dire le mammouth, de telle façon que les économies qui vont être faites sur justement le train de vie de l'État soient réinvesties dans le domaine privé et à travers l'investissement, à travers l'entreprise, résorber, créer de l'emploi, créer de la richesse, laquelle permettra de faire face justement à l'augmentation de la demande sociale. C'est la voie de l'économie libérale qui va aboutir aux grandes privatisations des années 90 sous le premier ministère du docteur Alassane Ouattara. Il y a une deuxième école qui dit que la solution n'est pas celle-là. Il ne suffit pas de dégraisser le mammouth économique ivoirien pour faire face à la forte demande sociale. Encore faut-il, pense cette école, que la Côte d'Ivoire soit réservée à ses véritables citoyens. C'est globalement cette école qui va se rassembler autour de la pensée dite, de l'idéologie de l'ivoirité, avec plusieurs contributions. On connaît l'ivoirité culturelle des années 70, qui était un concept d'ailleurs très positif, puisqu'il s'agissait de mettre en commun les cultures de la savane et les cultures de la forêt. C'est ça que Niangoran Porquet a mis dans ce concept au départ. Mais par la suite, on va connaître l'ivoirité politique qui dit que pour résoudre la crise économique sociale que la Côte d'Ivoire traverse, il faut réserver ses ressources à ses vrais représentants. Ces deux écoles sont aussi des écoles d'héritiers du président Félix Houphouët-Boigny, et elles vont s'affronter. Elles vont s'affronter avec des sorts divers. 1993, ce qu'on a appelé la bataille successorale, vous savez. 1995, ce qu'on a appelé le Front républicain, vous savez ce que ça va donner. 1999, vous connaissez ce traumatisme qu'est le coup d'État, le premier coup d'État de l'histoire de ce pays. 2002, après les élections de 2000, qui sont une source, bien sûr, de discorde énorme encore. Vous savez que la rébellion du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire et des forces nouvelles se lèvent. Et de 2002 à 2007, vous connaissez cette longue période de négociations inter-ivoiriennes qui aboutit à l'accord de paix de Ouagadougou. Lequel accord de paix prépare l'organisation de l'élection de 2010, qui elle-même débouche à nouveau sur une crise post-électorale avec au minimum, nous disent les experts, 3000 vies à jamais perdues. Donc on peut dire que la crise économique, sociale et politique longue sur ces 30 années ivoiriennes se caractérise par le fait qu'à chaque fois, on a des épisodes de réconciliation inachevée, de réconciliation imparfaite. Réconciliation imparfaite en 1993, vous savez qu'elle donne le schisme du PDCI-RDA avec la naissance du RDR. Réconciliation inachevée en 1995 avec le boycott actif du FPI et du RDR rassemblés dans le Front républicain contre le PDCI-RDA. Réconciliation inachevée en 1999 avec le coup d'État qui renverse le président Bédié et instaure une transition qui aboutit à une constitution polémique en 2000. Réconciliation inachevée en 2000 lorsque certains demandant la reprise des élections parce qu'ils en ont été exclus, ils font face à un régime qui revendique sa légitimité, sa légalité à l'occasion de sa victoire contre le général Robert Guéhi. Réconciliation inachevée en 2001, quand même malgré le forum, justement, le conflit continue, des prisonniers politiques, la rivalité débouche finalement sur la rébellion de 2002. Réconciliation inachevée en 2010, lorsqu'à l'issue du deuxième tour de l'élection présidentielle, eh bien, un conflit fratricide éclate qui expose la Côte d'Ivoire à certaines des fragilités qu'on observe jusqu'à ce jour. Donc, l'analyse qui a été faite au niveau de la Côte d'Ivoire, des autorités de Côte d'Ivoire, est qu'il fallait mettre en place des institutions au service de cette réconciliation. Il n'est surtout pas question pour nous de balayer du revers de la main ce qui a déjà été fait par ces institutions. Que ce soit la CDVR, dirigée par l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny, dont il faut saluer le travail, même si tout travail mérite des critiques. Que ce soit la CONARIV, que dirige aujourd'hui Monseigneur Arouana, dont il faut saluer le travail, même si tout travail mérite des critiques. Que ce soit le travail formidable qu'abat la ministre de la Cohésion sociale, la professeure Mariétou, connaît aujourd'hui dans le cadre
du gouvernement du président Alassane Ouattara, il faut saluer toutes ces initiatives. Et dire que, bien que toutes ces initiatives aient globalement fait que sur 300 000 réfugiés que la Côte d'Ivoire avait hors de ses frontières, il y en a 270 000 selon les statistiques officielles qui sont revenues, il reste encore malheureusement du chemin à parcourir. C'est la loi des crises politiques et économiques, des crises culturelles graves, qu'elles ne se réparent pas en autant de temps qu'elles ont pris pour se former. Le temps de la réparation, le temps de la réconciliation est beaucoup plus long que le temps du conflit. On dit souvent qu'on sait quand commence un conflit, une guerre par exemple, on ne sait pas comment elle finit. Donc il faut prendre compte de ce travail et dire que c'est pour apporter la contribution du Parlement ivoirien dans le respect de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, à la marche de ce pardon et de cette réconciliation qui sont nécessaires pour la Côte d'Ivoire, du point de vue des experts de l'ONU, du point de vue du dernier grand rapport du Parlement français sur la situation politique et économique de la Côte d'Ivoire, du point de vue même des rapports de la CEDEAO observant la Côte d'Ivoire aujourd'hui en 2017, tous les experts extérieurs à la Côte d'Ivoire s'accordent à dire que l'impact des politiques économiques, l'impact des changements institutionnels, comme par exemple la nouvelle constitution, l'impact des grands chantiers, des grands travaux publics entrepris par les deux mandats en cours du président Alassane Ouattara, cet impact sera encore plus fort pour la population lorsqu'elle sera parfaitement réconciliée. Tous les rapports internationaux pointent le fait que s'il y a un talon d'Achille de l'économie, de la politique, de la culture, de la société ivoirienne actuelle, c'est que la réconciliation n'est pas achevée. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en a pris acte. Il en a pris acte non pas simplement par le discours du 3 avril 2017. Je vous invite à vous intéresser à l'ensemble des discours qu'il a prononcés dès lors qu'il a été désigné comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 2012, pour la première fois par ses pairs, et d'autre part aussi, ceux qu'il a prononcés quand il a d'ailleurs quitté le premier ministère du président Alassane Ouattara. Guillaume Soro disait, et je répète, « La réconciliation sera la pierre angulaire de toute reconstruction totale de l'espoir et de l'espérance ivoirienne. » Il l'a dit sous toutes les formes possibles. Le chantier principal de la Côte d'Ivoire qui commence, disait-il en 2012, c'est la pierre angulaire de la réconciliation. Mais alors, qu'est-ce qui change en 2017? En 2012, la réconciliation supposait l'attente que tous ceux qui, à un moment donné, bien sûr, s'étaient affrontés, tous ceux qui, en Côte d'Ivoire, à un moment donné, avaient pris le risque de s'affronter à la vie et à la mort, que tout cela fasse chacun un pas vers l'autre. La réconciliation était encore ici, littéralement, conditionnée par l'effort de tous et de chacun. Que fait le président Guillaume Soro dans le discours du 3 avril 2007? Il appelle toutes les bonnes volontés du pays, quels que soient les partis politiques ou les familles politiques auxquelles ils appartiennent, quelle que soit leur sensibilité ethnique, religieuse, qu'elles soient proprement ivoiriennes ou des amis de la Côte d'Ivoire, il appelle chacun à faire un effort, celui d'aller inconditionnellement au pardon. C'est-à-dire de pardonner et de rechercher la réconciliation sans nécessairement imposer les préalables aux autres. Vous savez que quand la réconciliation ou le pardon sont assortis de conditions, ils sont suspendus finalement à la volonté de l'autre. Mais ce que le président Guillaume Soro démontre dans le discours du 3 avril 2017, c'est que la réconciliation et le pardon passent d'abord par l'effort soi-même de renoncer à se venger de qui que ce soit. Une victoire sur soi-même. Et voilà pourquoi il élabore dans ce discours du 3 avril une triple doctrine de la réconciliation. D'abord, il dit que la réconciliation doit être structurelle, c'est-à-dire que toutes les politiques économiques qui ont été menées jusqu'ici doivent davantage se traduire par l'amélioration des conditions de vie concrètes des populations. Il faut que le panier de la ménagère, il faut que la vie quotidienne du citoyen, de la citoyenne ivoirienne, qu'il soit en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora, connaisse un changement qualitatif précis. Donc il appelle à un fort tournant social. Deuxième point fondamental de la doctrine de la réconciliation du discours du 3 avril 2017, c'est l'appel à la réconciliation psychologique. C'est-à-dire que chacun, quelque part, se désarme psychologiquement, se désempoisonne, renonce à l'envie de se venger de qui que ce soit. La réconciliation psychologique, c'est déjà de dominer chacun sa propre violence, afin de se prédisposer à la rencontre d'autrui.
Et enfin, il y a un troisième point, c'est l'esprit de la réconciliation, c'est quoi? L'idée, c'est de transmettre pour les générations qui viennent une Côte d'Ivoire qui ne retombera plus dans les erreurs de toutes les générations précédentes. Il y a eu la bataille successorale des héritiers et des contempteurs du président Félix Houphouët-Boigny depuis 1993. Le président Guillaume Soro appelle à la fin de cette bataille successorale. D'autant plus que les héritiers du président Félix Houphouët-Boigny, le président Bédié, le président Ouattara, ou les contempteurs, ces critiques, le président Gbagbo, ont chacun eu l'occasion, jusqu'ici, de montrer aux Ivoiriens ce qu'ils savent faire. Il appartient aujourd'hui de tourner la page de toute cette belligérance longue venue du conflit des années 90 pour penser ensemble les conditions d'une Côte d'Ivoire africaine nouvelle, une Côte d'Ivoire instruite de toutes les erreurs et de toutes les fautes du passé. C'est ça la vision spirituelle. Penser la Côte d'Ivoire, non pas pour régler les comptes anciens, mais pour préparer un espace où les générations nouvelles, où les générations futures n'auront plus à connaître la désespérance qu'ont connue celle du passé. Voilà le sens du discours du 3 avril. Mais ce n'était, disait-on le 3 avril, qu'un discours. Ce discours a été accompagné de consignes, de missions, dans lesquelles le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a envoyé ses équipes. Je suis son conseiller spécial et un vieux compagnon de lutte depuis les années syndicales des années 90 au cœur de l'université ivoirienne, dont je suis moi-même par ailleurs aussi un produit. Ce qu'il m'a demandé, en tant que je réside 8 mois de l'année ici en France, où j'exerce par ailleurs ma profession d'enseignant, il m'a demandé d'aller sans limite, sans frontières, vers les intellectuels, les artistes, les associations, les partis politiques, les citoyens et citoyennes de Côte d'Ivoire qui ont une parole à porter, leaders religieux compris, pour leur dire que vous ayez été ou non proche du président Guillaume Soro, il vous appelle chacun à son niveau à apporter sa contribution à la naissance d'une Côte d'Ivoire totalement, définitivement, irréversiblement réconciliée et dans laquelle chacun aura fait l'effort de pardonner autant que faire se peut à ceux qui l'ont fait souffrir. Dans le cadre de cette mission, vous avez observé que j'ai rencontré des intellectuels ivoiriens qui sont réputés avoir été très critiques pendant de très longues années envers l'action du président Guillaume Soro et même celle du président de la République Alassane Ouattara. Vous m'avez vu avec Alain Toussaint, ancien porte-parole du président Laurent Gbagbo, connu pour ses positions fortes envers le régime ivoirien actuel, position critique. Vous m'avez vu en compagnie de l'écrivain Tiburce Kofi, dont on sait qu'il est en rupture de ban avec le régime d'Abidjan, notamment après sa prise de position contre une certaine interprétation de l'appel dit de Daoukro, et qui est ici en France depuis bientôt 3 ans. Vous m'avez vu en compagnie, toujours dans le cadre de la mission que le président Soro m'a donnée, vous m'avez vu en compagnie du président de l'URIF, l'Union des réfugiés ivoiriens de France, M. Michel Barouin, avec qui j'ai pris langue et à qui j'ai transmis le message du président Guillaume Soro. Vous m'avez vu en compagnie du plus grand cinéaste africain de tous les temps, et dont la Côte d'Ivoire doit s'enorgueillir, Sidi Kibakaba, dont on dit qu'il était l'un des derniers membres du carré des résistants présents dans le bunker du président Gbagbo, une histoire en fait qu'il faudra qu'il raconte pour ôter un certain nombre de préjugés faciles que certains se sont faits. Toutes ces personnalités fortes se sont engagées à apporter leur contribution désintéressée à l'engagement fort du président Guillaume Soro pour le pardon et la réconciliation concrète entre les Ivoiriens. Alors, bien sûr, j'ai entendu depuis lors que c'était une posture politique, sans doute, dans laquelle le président Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, s'installait en vue de préparer un certain nombre d'échéances futures. Certains m'ont également dit, mais si vous voulez vraiment le pardon et la réconciliation en Côte d'Ivoire, dites à votre président de faire libérer le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, et alors la réconciliation, elle sera parfaite. D'autres m'ont encore dit, écoutez, on n'y croit pas, il va falloir qu'on voit de nos propres yeux que tous les derniers prisonniers de la crise post-électorale ivoirienne qui sont encore dans les cellules en Côte d'Ivoire soient sortis, et à ce moment-là, nous pourrons dire que vous êtes vraiment dans le vrai.
j'écoute tout cela, je relais tout cela fidèlement au président Guillaume Soro. Et c'est pour cela qu'il m'a demandé, avec un certain nombre d'intellectuels, d'amis de la Côte d'Ivoire sur la place de France, d'organiser les 9-10 septembre 2017 un colloque international pour le pardon et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Quel est le but de ce colloque? Écouter les voix de l'intelligentsia ivoirienne de la diaspora, mais des voix qui viendront littéralement de tous les camps politiques. Donc lors de ce colloque interviendront des intellectuels fichés RDR, des intellectuels fichés FPI, des intellectuels fichés PDCI ou UDPCI. Toutes les grandes sensibilités politiques ivoiriennes seront représentées. Même les partis politiques ivoiriens seront représentés pour donner leur motion sur leur lecture de la réconciliation. Le président nous suggère de mobiliser l'expertise d'intellectuels ou de politiques appartenant à des pays qui ont connu des crises comparables à celles de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que vous écouterez ici en septembre des intellectuels rwandais, des intellectuels sud-africains, des gens qui témoignent de comment leurs pays à eux sont sortis de longues crises que vous connaissez, la crise de l'apartheid d'un côté, par exemple en Afrique du Sud, et la crise du terrible génocide rwandais des années 94 d'autre part. Ils viendront témoigner pour apporter à la Côte d'Ivoire l'expérience de leur sortie de crise. Dans le cadre de cette intervention, on souhaite que des politiques chevronnés, un certain nombre d'anciens ministres français sont pressentis, d'anciens premiers ministres français qui connaissent très bien la Côte d'Ivoire, qui pourraient intervenir pour donner une contribution à comment ils pensent que le pardon et la réconciliation peuvent prendre un envol nouveau et aller à conduire ce pays à très bon port. Interviendront, bien sûr, lors de ce colloque, les représentants associatifs de la Côte d'Ivoire sur la place de France. Ce sera donc un colloque totalement inclusif. Les actes de ce colloque seront par la suite présentés devant l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, où vous savez que depuis quelques semaines, quelques jours, a été lancée une alliance du 3 avril, une alliance, un mouvement en réalité de députés issus de tous les partis politiques de l'Assemblée nationale, pour accompagner les actions de pardon et de réconciliation sur le terrain. Donc, nous sommes ici, avec le président Guillaume Soro, dans un mouvement tout front azimut, pour accélérer les politiques du pardon et de la réconciliation, qui sont déjà fonctionnelles en Côte d'Ivoire, mais qui ont maintenant besoin, effectivement, de hâter ce moment où tous ceux qui doutent encore de ce pays, tous ceux qui doutent encore de leur place en Côte d'Ivoire, vont avoir le sentiment net et les preuves qu'ils sont pris en compte et qu'il n'y a pas de place, il n'y a plus de place pour l'exclusion. Et donc, je suis ici porteur de cette initiative devant la presse ivoirienne et africaine de la diaspora, la presse internationale, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais recevoir les questions, les observations qu'il vous plaira de me formuler là-dessus. Je ne conclurai pas mon propos sans vous dire que vous trouverez, pour ceux qui ne l'ont pas encore pris, vous trouverez sur la table le dernier ouvrage qui a été produit, qui est fait d'analyse d'intellectuels du Club international de conférences de l'Assemblée nationale, analyse du discours du 3 avril 2017. Un discours qui, pour nous, est un véritable tournant dans la politique du pardon et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que dans ce discours, le président Guillaume Soro dit que pour sa part, il va sans condition au pardon. Il ne conditionne pas le fait de demander pardon en tant qu'acteur de la crise politique ivoirienne passée, en tant que quelqu'un qui veut contribuer à la construction d'un avenir meilleur. Il ne conditionne sa demande de pardon à rien. Et il appelle tous ceux qui sont prêts à faire ce pas, ce dépassement de soi-même, cet acte de transcendance, à rejoindre toutes les actions de terrain, toutes les actions intellectuelles, toutes les actions politiques transversales qui vont être menées dans ce but. Vous trouverez donc dans cet ouvrage qui est gratuitement distribué ce jour ici à Paris, l'essentiel des analyses encore plus approfondies que mon propos préliminaire qui ont été faites sur ce discours. Voilà, chers amis journalistes, je vous remercie de votre écoute et je me mets à présent à votre disposition pour les questions. Merci, professeur, pour ce message introductif, concis et précis. Alors, à présent... Question ? Oui, la question. Donc, ok. Oui. Celui-ci, non, pas celui-là. Celui-ci, c'est...
Ok. Moi, j'ai une première question. C'est vrai, on entend le professeur Niamsi très enthousiaste quand il parle de Guillaume Soro, c'est son mentor, il a un nom de conseiller. Mais tout le monde sait en Côte d'Ivoire que Guillaume Soro, d'un jeune étudiant, ne peut pas diriger une rébellion avec tant de moyens. On ne comprend pas aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire pourquoi Guillaume Soro veut-il endosser un crime qu'il n'a pas commis. Ne serait pas, on va dire, intelligent ou même intéressant pour lui d'avoir l'accord plein du chef de l'État, qui, on l'a vu aussi lors de la rébellion, comme zone on dit, si on a pris des armes, c'est pour porter M. Ouattara au pouvoir. Donc tout le monde sait qui est derrière la rébellion. Pourquoi M. Ouattara ne prend pas aussi la voie pour suivre Guillaume Soro dans cette démarche-là? Ma seconde question, vous l'avez dit, aujourd'hui pour reconstruire les Ivoiriens, il faut des protagonistes. On a un camp qui est aujourd'hui, en tout cas, qui pense qu'il y a une justice des vainqueurs. Et on ne cessera jamais de le dire. On va parler, on va faire des discours, mais vous avez aujourd'hui des gens, une fois de la population ivoirienne, des babous qui disent, tant que Gbagbo n'est pas libéré, tant que Simone Gbagbo n'est pas libéré, tant que les réfugiés politiques ne sont pas revenus en Côte d'Ivoire, ce que vous dites là, c'est du vent. Pendant combien de temps encore Guillaume Soro va vouloir convaincre les Ivoiriens sans que ce qu'on soit réuni? Merci. Mon cher Philippe Couon, merci des questions donc d'Afrique Presse. Afrique Presse. N'hésitez pas, s'il vous plaît, chaque fois de préciser l'organe de presse au nom duquel vous vous exprimez pour que nos auditeurs profitent de vos questions. Afrique Presse, Afrique TV. Ah, voilà. Alors, la première question, c'est, vous demandez pourquoi le président Guillaume Soro serait-il celui qui veut assumer à lui tout seul, littéralement, un crime qu'il n'a pas commis. Un crime qu'il n'a pas commis. Je crois que cette expression n'est pas très juste. Moi, je lis souvent dans les journaux, je lis souvent pas mal de gens qui présentent Guillaume Soro, bien sûr, comme un étudiant sans le sou. Je pense peut-être même que selon eux, il n'avait même pas de quoi s'habiller. Peut-être qu'il n'était même pas sûr de manger ce jour-là et le lendemain. Et un étudiant sans le sou, seul, marchant sans doute aussi seul dans la rue, peut-être même dans un désert, et qui, comme par enchantement, se retrouve à la tête, à un moment donné, de la résistance ivoirienne. Et donc, il serait littéralement, selon cette présentation des choses, une espèce de pantin que d'autres ont utilisé, tout en restant à l'arrière de la scène comme des marionnettistes. Mais cette manière de regarder l'histoire récente de la Côte d'Ivoire n'est pas bonne. Bien que notre propos aujourd'hui porte sur l'avenir, le pardon et la réconciliation des Ivoiriens, il est important quand même de vous rappeler que dans l'histoire des résistances ou des rébellions, il n'y a jamais eu, de mémoire, un milliardaire qui rentre en bourse avec ses milliards pour combattre un régime politique. Je n'en connais pas. Les rébellions, les résistances ont toujours été menées par des gens qui ont des convictions et qui risquent leur vie au quotidien pour les idées qui sont les leurs. C'est un point important. Cette manière de présenter Guillaume Soro ignore qu'il fut l'un des secrétaires généraux les plus importants et les plus populaires de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Donc quelqu'un qui pouvait déjà parler à des millions d'Ivoiriens, sans avoir besoin de passer par, en quelque sorte, un mentor. Cette présentation de Guillaume Soro comme l'individu solitaire qui, coopté par des bras puissants, devient leur fabrication, d'autres ont même dit leur pipi dont sortirait un caïman, c'est une présentation qui ignore que ici en France, De Gaulle, celui qui porte la résistance française contre le régime de Vichy, eh bien, pour la première fois, il a un commando de 177 hommes, le commando Kiefer. Allez lire l'histoire. Nulle part au monde, il n'y a eu de rébellion, de résistance construite sans une convergence de forces autour d'un projet, et un projet incarné par un homme. Donc, c'est insulter l'intelligence de l'un des plus grands organisateurs, l'un des plus grands leaders syndicaux de l'histoire estudiantine de la Côte d'Ivoire que de penser qu'il était un singleton au cœur des années 2000. Je rappelle quand même que déjà en octobre 2000, on le retrouve combattant pour défendre la résidence du président Alassane Ouattara, attaqué alors à l'époque par l'armée du nouveau président de la... Je voudrais dire, le président Guillaume Soro n'a jamais nié que pour construire la résistance ivoirienne,
il a eu besoin de bénéficier de l'apport d'autres forces vives de la société, et même de la société internationale. Qui peut construire la résistance du 18 juin 1940 en France si ce n'est pas en Angleterre, grâce aux Anglais aux États-Unis? Personne ne pense à mépriser le général de Gaulle parce qu'il a fait l'appel du 18 juin depuis un territoire étranger, l'Angleterre. On le considère comme un héros. Mais nous, en Afrique, bien sûr, on a tendance à mépriser nos héros, peut-être parce qu'on a mangé avec eux de la tchéké, du beau flotto et tout le reste. On oublie souvent que pour, bien sûr, le valet, pour le boy qui est à la maison ou la bonne qui est à la maison, le maître n'est rien, mais parce que le valet ou le boy ou la bonne qui est à la maison n'est qu'un valet, un boy ou une bonne. Sur le deuxième point, celui qui porte sur la justice des vainqueurs. C'est une expression qui aujourd'hui est en train d'être vidée de contenu, d'autant plus que je vous fais quand même observer que bien que la situation ne soit pas parfaite, les prisons de Côte d'Ivoire ont plutôt tendance à s'ouvrir pour libérer tous les derniers détenus de la crise post-électorale ivoirienne que pour en prendre de nouveaux. La tendance en Côte d'Ivoire est aux libérations. J'ai été l'un des premiers à saluer récemment la libération du professeur Hubert Oulaye, ce brave collègue dont pour ma part je souffrais énormément de la prolongation de la détention. Il y a eu des progrès dans le procès de Mme Simone Gbagbo, tout le monde les a notés. Un certain nombre de charges qui étaient retenues contre elle, la justice les a levées. Tous ces signes de détente indiquent bien qu'il y a une volonté d'aller à une réconciliation large. Mais il faut surtout lire le discours du 3 avril. Le président Guillaume Soro demande la libération de tous les derniers prisonniers de la crise post-électorale. Il dit qu'il est disposé en tant que chef du Parlement ivoirien à œuvrer pour une loi d'amnistie. C'est écrit dans le discours. Et il ne nomme personne dans cette loi d'amnistie parce qu'elle concerne bien sûr tous les Ivoiriens. Donc il y a une volonté forte qui a été affirmée dans le discours du 3 avril. Le président Guillaume Soro nous a mis en mission. Il ne s'agit plus de vaincre, mais de faire gagner la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit plus d'humilier, il ne s'agit plus de rester dans une épreuve de force qui de toutes les façons nuit finalement à la cohésion du pays, à son progrès harmonieux, qui nuit finalement à la sérénité des générations qui demandent de l'emploi, demandent une carrière, demandent à construire leur maison, à bâtir leur foyer, et qui n'en peuvent plus d'attendre. Le président de l'Assemblée nationale nous charge de dire que la réconciliation et le pardon tels qu'il les conçoit ne sont une victoire contre personne, ils doivent être la victoire de la Côte d'Ivoire. Oui, je suis Hélène Léger, collaborateur pour le site internet Civox, journaliste indépendant. Je constate, au vu de ce que vous dites et par rapport à ce qui est fait jusqu'à présent, que vous êtes beaucoup dans ce qu'on appelle le virtuel. Guillaume Soro, tout le monde le sait, n'avait aucun moyen. Et même si, comme vous le dites, il était assez déterminé, comme pour toutes les rébellions qu'on a connues, mais il faut qu'on sache que c'est par rapport à un idéal que quelqu'un s'élève, un idéal qui est d'un ordre moral assez élevé, qui fait qu'un individu se lève pour défendre sa population, une idée forte qui est le rassemblement, qui est l'amour de la patrie, qui est un certain nombre de valeurs que malheureusement Guillaume Soro n'avait pas et n'a toujours pas. Je le dis simplement parce que quand on veut faire la réconciliation, après qu'on ait ordonné la mort d'innocentes personnes, après qu'on ait vu pour un pouvoir qu'on recherchait la mort d'individus qui n'étaient pas, comme on dit, des va-t-en-guerre tels que Bogadoudou, pour ne citer que lui-là, et les gendarmes de Boaké. Quand on a fini de faire tout ça, je pense que le mieux pour atteindre véritablement le cœur des gens, ce n'est pas de faire des conférences sur le compte du contribuable ivoirien que vous appauvrissez tous les jours encore un peu plus pour vos intérêts. Il est temps maintenant d'aller vers ces populations de manière concrète, parler à ces gens qui ont été traumatisés,
commencer la réconciliation dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, mettre des gens en mission. C'est ce qu'il faut faire d'abord. Est-ce que je peux avoir votre question? Parce que la conférence de presse, c'est moi qui l'a fait. Oui, c'est vous qui êtes journaliste ou vous êtes militant? Ok. Je ne suis pas militant. Posez votre question. Je suis foncièrement attaché aux valeurs morales. Posez votre question. Vous êtes là pour poser des questions. La question que je m'avais vous poser, puisque ça vous arrange, c'est, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est plutôt une suggestion. Ah, vous n'avez pas de question? Vous invitez Oui. à aller instamment vers cette population, ces personnes, dire qu'effectivement, nous avons pris les armes pour une certaine cause, mais qui est une fausse cause. Merci. Est-ce qu'on peut prendre une autre question? Merci. Oui. Bon, enfin, j'ai plusieurs questions. Peut-être que je vais me limiter à 2 ou 3, n'est-ce pas? Vous présentez. Oui, je suis Blaise Bonsier, le correspondant de l'INPER habitant ici en France. L'idéal aurait été que vous laissiez le confrère aller jusqu'au bout de ses idées, parce que souvent des idées comme ça sortent des éléments qui... Je crois vraiment qu'il a pu aller au bout de ses idées. Non, je ne crois pas. Je rappelle à partir du moment où vous l'avez interrompu... Une conférence de presse consiste à poser les questions à celui qui vous invite. Je crois qu'il est journaliste, il connaît son travail. Et il m'a posé aucune question. Non, mais parce que vous ne m'avez pas laissé, et parce que vous préparez un colloque ou un forum ou quelque chose qui va pour la réconciliation. Sachez qu'il y aura différents discours. Parler. Écoutez, vous serez... Pas toujours ce que vous voulez Je entendre. vous répondrai tout à l'heure, puisque je vous ai laissé la parole. Non, vous ne m'avez pas laissé la Mais parole. vous ne m'avez pas posé de questions. Et je voudrais avoir les questions des journalistes. Alors, si les journalistes ont un discours, il n'y a pas de problème, ils le font, mais à une autre occasion. Bon, je disais que j'ai beaucoup de questions, mais bon, peut-être que je vais me limiter à 2 ou 3 en attendant que je puisse lui demander la parole. Et avant de poser les questions qui me sont à l'esprit véritablement, l'intervention du confrère tout à l'heure m'a donné une idée. J'ai envie de commencer par ça pour demander est-ce que vous avez vraiment la capacité, je vais dire, humaine, entre griffes, pour pouvoir organiser une telle rencontre, parce qu'on sait que ce serait quand même un carrefour où on viendra entendre pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Ça c'est relativement... Maintenant, mes questions. La première, c'est d'abord de savoir pourquoi est-ce que c'est maintenant. Pourquoi est-ce que c'est maintenant, pendant qu'il est de plus en plus question de la candidature en 2022, à moins que vous me disiez le contraire, mais aujourd'hui, tout est clair que sa candidature est nette. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il s'intéresse subitement à la réconciliation? Surtout que vous aviez dit que déjà en 2012, il avait donné le temps en prenant la réconciliation comme la pierre angulaire de tout ce qui allait commencer à partir de 2012. Et justement, à partir de 2012, c'est lui qui était le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a posé comme acte qui puisse justifier cet engagement qu'il avait pris, quand on sait que c'est justement de 2012 à 2013, lui en tant que ministre de la Défense et le Premier ministre ont été faits des prisonniers politiques. Je voudrais d'abord m'arrêter là et puis revenir sur une autre occasion. Mais maintenant, une question un peu technique, si vous permettez bien sûr, par rapport au colloque même, techniquement. Quelles sont déjà les personnalités que vous voyez qui vont prendre part? Est-ce que des panélistes viendront de Côte d'Ivoire? Est-ce que des participants viendront de Côte d'Ivoire, ou bien est-ce que ça va se limiter à l'intelligentsia de la diaspora? Ok, merci. Donc je vais répondre à vos questions. La première, c'est, M. Bonsier, vous demandez, avez-vous vraiment la capacité humaine pour organiser cette rencontre? C'est-à-dire, entre autres, est-ce que vous aurez assez de courage pour entendre ce que vous ne voudriez pas entendre? C'est ça. Écoutez, par principe, quand on fait un colloque sur le pardon et la réconciliation, il faut surtout le faire avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Je tiens juste à rappeler que ici, c'était une conférence de presse où on me pose des questions, je fais les réponses. Ce n'est pas le colloque encore. Votre confrère qui est intervenu avant sera le bienvenu au colloque et il aura le temps de l'intervention. Vous verrez s'il sera interrompu une seule fois. Moi, par principe, ce n'est pas le fait qu'on ne soit pas d'accord avec moi qui peut être gênant, c'est le fait qu'on se trompe de lieu et d'occasion.
Aujourd'hui, c'est bien une conférence de presse. Ce n'est pas le colloque. Donc, je ne suis pas venu écouter les discours futiles les plus intéressants possibles. Je suis venu écouter vos questions et vous proposer mes réponses. C'est juste ce moment-là que je tiens à rappeler. Il ne s'agissait pas de l'empêcher de s'exprimer, parce que ce n'est juste pas l'occasion. Par contre, je profite de cette occasion pour dire à notre frère, vous êtes prioritaire parmi les gens de communication qui prendront la parole les 9-10. Vous aurez un temps de parole, j'y veillerai, et personne ne vous interrompra. Vous direz donc à cette occasion tout ce que vous avez dans le ventre, tout ce que vous avez sur le cœur, parce que vous n'êtes pas seulement un professionnel de la communication, vous êtes aussi un amoureux de votre pays. Donc oui, la consigne du président de l'Assemblée nationale, c'est surtout que des gens qui parlent comme mon frère était en train de parler tout à l'heure, il faut les écouter. On n'est même pas obligé de répondre à tout, on est quand même obligé d'écouter. Dans le cadre approprié qui est celui d'un colloque. Colloque, c'est-à-dire la parole à plusieurs. Oui, nous avons la capacité humaine d'organiser cette rencontre, d'autant plus que lors de cette rencontre, viendront des gens qui ont porté des paroles opposées et dissonantes pendant parfois même des décennies sur la Côte d'Ivoire. J'ai parlé ici de l'intervention de l'ancien porte-parole du président Laurent Gbagbo. Les gens pensent qu'Alain Toussaint s'est approché de nous pour renier ses convictions. Ce n'est pas vrai. Hein? Il n'a renié aucune de ses convictions. Et à aucun moment le président Guillaume Soro ne nous demande de créer l'unanimité intellectuelle et idéologique autour de lui. Notre frère Alain Toussaint accepte d'apporter sa contribution à la construction de l'avenir. Même dans une maison, quand deux frères se sont frappés, le père veille toujours à les remettre ensemble pour l'avenir. Ce n'est pas pour qu'ils retournent se frapper. C'est pour qu'à l'avenir, ce qui les a amenés au conflit avant, eh bien, que cela soit résorbé et qu'ils vivent ensemble. Donc, la vision de la réconciliation de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, que le président Guillaume Soro nous charge de penser, porte sur la construction de l'avenir. Et cet avenir ne peut pas se construire si ce n'est pas avec ceux qui n'étaient pas d'accord. On ne peut pas faire de réconciliation avec ceux avec qui on était d'accord. On ne se réconcilie pas avec soi-même, on se réconcilie avec un autre. Donc, lors de cette rencontre, vous avez des gens comme Alain Toussaint qui interviennent. Nous avons adressé une invitation au ministre Éric Caé, qui jusqu'ici nous a donné son accord de principe pour intervenir. Vous avez M. Tiburce Kofi, connu pour ses prises de position courageuses sur de nombreuses questions, et qui ne renonce à aucune de ses convictions, contrairement à ce que certains pensent, qui va intervenir. Nous allons nous adresser aux délégations officielles des principaux partis politiques ivoiriens présents ici à Paris, pour qu'elles désignent celui de leurs membres qui va venir porter leur parole à l'occasion de ce colloque. Si c'est leur souhait, il va intervenir. Je vous ai dit que des intellectuels rwandais, sud-africains, qui ont l'expérience de la sortie de crise, en tout cas des processus du pardon et de la réconciliation chez eux, vont intervenir, comme par exemple le docteur Paul Kananoura, qui est le directeur de l'Institut Mandela, un institut qui est connu sur la place en France. Il viendra apporter l'expérience de son pays. Un certain nombre d'intellectuels du club international de conférences de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vont également intervenir. Voilà en réalité le melting pot qui va s'exprimer ici. Et j'insiste pour dire que je suis le coordinateur de ce colloque, je veillerai à ce que chacun s'exprime. Il y aura un temps, les seules contraintes seront bien sûr celles du temps. Comme ça, si vous choisissez de ne mettre en valeur que ce que vous avez dit pendant le colloque, ça ne nous dérange pas. Nous, ce que nous voulons, c'est libérer une parole qui ne l'a pas totalement été jusqu'ici. Et on n'est vraiment pas gêné par les thèses que peuvent défendre nos amis, d'autant plus que sur chacun des points de l'histoire, nous avons nos arguments. Le but de la rencontre aujourd'hui, c'est même pas forcément ces arguments-là en tant que tels. C'est de vous présenter l'intention et de vous dire, c'est avec vous qu'on veut le faire. On ne veut pas le faire tout seul. Je crois que tous ceux qui sont venus dans cette salle ne se sont pas vus opposer une fin de non-recevoir. C'est bien parce que je m'attendais à ce que mes frères parlent comme lui il a parlé. Chacun vient de dire, mais vous, votre affaire là, c'est pas clair. Alors, si quelqu'un n'avait pas dit ça ici, je saurais que vous étiez un rassemblement d'hypocrites. Maintenant, vous dites pourquoi c'est maintenant, puisque nous sommes en 2017 et que dans 3 ans, c'est 2020. Et vous dites, est-ce que ça, c'est pas l'une des étapes du plan de Guillaume Soro pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire? Je réponds à cette question en 3 volets. Premier volet, Guillaume Soro est ivoirien. Comme l'a dit le porte-parole du RDR, le ministre Joël Nguessan, il fait partie des Ivoiriens les plus aptes à être président de la République. Donc il ne faut même pas que ça devienne une question de débat. Si un jour le président Guillaume Soro et le peuple de Côte d'Ivoire convergeaient dans la volonté de le voir assumer
les plus hautes charges de l'État, ce serait à lui de décider et au peuple de Côte d'Ivoire de sanctionner cette volonté par son approbation ou pas. Nous ne sommes pas encore là. Le président Guillaume Soro est parti d'une analyse profonde. Il a écouté les experts étrangers, internationaux, mais aussi les experts ivoiriens sur la situation politique, sociale et économique de la Côte d'Ivoire. Il est parvenu à la conviction intellectuelle que sans la réconciliation, l'essentiel des autres segments de la vie économique, sociale, politique ivoirienne ne va pas fonctionner à l'optimum. Et donc il ne sert même à rien de vouloir gouverner un jour un pays qui n'est pas réconcilié. Contrairement à ce qu'on pense, la réconciliation c'est l'urgence. Il y a des gens qui disent non, libérez d'abord Gbagbo, libérez d'abord Blé Goudé, puis on va faire la réconciliation après. Guillaume Soro prône la méthodologie inverse. Faisons la réconciliation et nous aurons suffisamment de force pour pouvoir justement nous rassembler avec tous les fils et filles de ce pays. Personne ne peut contre la Côte d'Ivoire quand elle est rassemblée et solidaire sur les principes. Je ne dis pas unanime. La réconciliation n'est pas la reconstruction d'une Côte d'Ivoire de l'unanimité, où tout le monde pense la même chose. Non, c'est l'idée d'une Côte d'Ivoire où il y a un minimum nécessaire commun sur lequel tout le monde s'entend et que tout le monde respecte. Et ce minimum nécessaire commun, on peut l'appeler la République. L'intérêt général, le bien commun. Voilà. Donc le président ne nous met pas en mission pour aller faire que tout le monde devienne soroïste. Les soroïstes, il y en a. Ceux qui veulent l'être peuvent l'être, il y a de la place. Mais ce qu'il nous met en mission de faire, c'est d'aller vers ceux avec qui on peut construire un consensus pour la Côte d'Ivoire de demain. Ce n'est pas l'élection de 2020 qui pousse le président Guillaume Soro à faire ceci, parce qu'en fait, il parle de réconciliation depuis. Avant, il a fait des tournées à l'intérieur. Le frère a parlé tout à l'heure de la nécessité d'aller dans les hameaux. Mais s'il y a un homme politique qui, depuis 2011, la fin de la crise, est allé sur le terrain à la rencontre des Ivoiriens, s'il y en a un ou deux, on est obligé de citer le président Guillaume Soro. Je l'ai accompagné dans le GOR. Nous avons crapahuté dans le pays BT pendant 4 jours ensemble. Je l'ai accompagné dans la Niébi Tiassa. Nous avons été au fond du pays à Baie, du pays à Thiers, où il a discuté avec la notabilité, les intellectuels, les ressortissants. Il a écumé le nord de la Côte d'Ivoire. Il était dans l'est, avec, vous connaissez bien l'épisode de 2013 dans la cour du roi de l'Indénié à Abengourou. Le président Guillaume Soro, s'il y a un politique qui va sur le terrain, mais je dis bien s'il y en a au moins 2, on le citera. Il ne résigne pas le terrain, et quand il vient même ici dans la diaspora, je pense qu'il est l'un des politiques auxquels beaucoup d'entre vous ici ont encore plus eu accès que n'importe quel autre. Donc il y a une volonté de mettre le pays avant les ambitions personnelles. Mais cette volonté ne veut pas être hypocrisie. Comme je le rappelais, le porte-parole du NDR l'a dit, c'est très intéressant que ça vienne de sa propre bouche. Il fait partie des citoyens qui peuvent avoir, à un moment donné, à répondre de cette aspiration. Mais ce n'est pas ça le débat. Pour lui, le débat, c'est mais quelle Côte d'Ivoire voulons-nous? Et dans quelle Côte d'Ivoire même va avoir lieu précisément, par exemple, l'élection de 2020? Si c'est une Côte d'Ivoire divisée, j'ai fait un laïus à l'entrée de cette conférence de presse pour démontrer que chaque fois la Côte d'Ivoire a connu des processus de réconciliation imparfaits. C'est l'imperfection des processus de réconciliation précédents qui a préparé les crises suivantes. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'accord sur le minimum nécessaire commun lors des crises de 93, 95, 99, 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2011, et même lors des récents remous qu'on a observés, c'est parce qu'il n'y a pas eu en réalité une entente pleine sur les fondamentaux de la République que les doutes et parfois le désespoir se glissent dans la muraille ivoire. Donc le président nous demande de prioriser la Côte d'Ivoire sur les ambitions personnelles. Voilà comment je réponds à cette question. Par exemple ici, moi j'ai ramené 2 livres dans lesquels il y a les discours de 2012 à 2016. Les discours d'avant, le discours du 3 avril 2017. Et vous verrez qu'il n'y a pas un seul discours de Guillaume Soro depuis 2012, qu'il est président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas un seul discours où le pardon et la réconciliation ne sont pas prioritaires. J'ai aussi appris, en marchant à travers la diaspora, que Guillaume Soro doit d'abord demander pardon. Mais Guillaume Soro, c'est l'un des types qui a utilisé le mot pardon un nombre de fois incalculable. Je ne suis pas ici pour vanter les actions sociales qu'il a menées envers ses frères qui ont été victimes des affres des différents conflits ivoiriens.
Mais j'atteste ici que s'il y a un politique ivoirien qui a gardé un rapport d'humanité avec les frères de l'autre bord, y compris un Charles Blé Goudé, qui est aujourd'hui à La Haye, c'est Guillaume Soro. Quand un jour vous sera révélé la vraie histoire des relations humaines qui se sont maintenues malgré les péripéties terribles de la crise ivoirienne entre les compagnons de la génération dont Guillaume Soro est l'émanation et l'emblème, vous serez surpris. Vous serez surpris. Il y a une vraie histoire encore à raconter sur les relations qui lient cette génération. Et je suis convaincu que cette génération a compris que pour construire dans le pardon et la réconciliation, il faut arrêter d'être les réceptionnaires et les prolongateurs de la querelle des successeurs et des contempteurs du président Félix Houphouët-Boigny. Il faut qu'on arrête et qu'on pense la Côte d'Ivoire de demain au-delà des haines du passé, des rivalités du passé. Qu'on mette en place des règles qui convaincront l'essentiel, la majorité de la population de faire un bon qualitatif. Donc voilà ma réponse à ces trois questions. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il avait levé la main. Je m'excuse, c'est pas pour manquer le respect. Il n'y a pas de problème. Oui, s'il vous plaît. Oui, Tibé Kiboué, LNTV News. Je voulais déjà savoir pourquoi ce colloque, un problème technique, n'a pas lieu en Côte d'Ivoire, dont les populations sont directement concernées, et ça se passe ici en France. Merci. Les deux, dans le dernier JA numéro 2945, Henri Conan disait, à propos de 2020, il a dit ceci, que Alassane Ouattara et Soro Guillaume se sont rencontrés. Il ne lui a pas promis les élections de 2020, il lui a plutôt promis celles de 2030. Est-ce vrai? Les deux. Et le même Bédier, à propos de la réconciliation que le président Soro Guillaume, à propos de ce colloque de conseil qu'il est en train d'entamer, il dit, et je cite, à propos de l'appel à la réconciliation, Soro a beaucoup de mérite. C'est Bédier qui le dit. Soro a beaucoup de mérite, mais comme on le dit, il est plus facile de faire la guerre que la paix. Cela dit, je lui fais confiance. Un commentaire en fait. Voilà, merci. D'abord, sur la première question, pourquoi le colloque sur le pardon et la réconciliation n'a-t-il pas lieu en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'il a plutôt lieu ici? Je dois rappeler que le président Guillaume Soro, depuis 2012, qu'il a été élu à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour la première fois, nous a invités à mettre en place une structure qui s'appelle le Club international de conférences de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. De manière continue, depuis 2012, nous organisons un grand colloque annuel à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous pouvez vérifier cela. À partir de 2013, 2014, 2015 et même 2016, nous avons organisé 4 grands colloques internationaux sur place en Côte d'Ivoire qui portaient sur des thématiques croisées en rapport avec ce pardon et cette réconciliation d'ailleurs. C'est donc en fait la première fois que le président nous encourage à organiser un colloque au contact des forces vives de la diaspora, portant sur cette question du pardon et la réconciliation. Donc à la limite, c'est la diaspora qui devrait se plaindre que depuis tout ce temps-là, on ne lui ait jamais donné l'occasion de parler pleinement pour que son intelligence soit rapatriée littéralement auprès des députés ivoiriens. Voilà pour la première préoccupation. Si vous tapez colloque du Club international de conférences de l'Assemblée nationale, vous allez même trouver des vidéos d'1 heure ou 2 heures qui montrent les conférences qui se sont tenues à Abidjan depuis 2013. À notre initiative, nous avons fait venir de l'intérieur de la Côte d'Ivoire et de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, en 5 ans, 60 intellectuels. 60. Je m'excuse, ce colloque est tellement important, c'est tellement déterminant. Et la deuxième partie, oui, c'est de vous dire que oui, les idées qui seront ici consignées effectivement dans les actes de ce colloque vont
ensuite être remise dans une séance solennelle à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, aux députés de Côte d'Ivoire, lesquels, comme vous le savez, viennent de s'engager en très grand nombre autour de l'alliance du 3 avril, une alliance qui est transpartisane, pour aller sur le terrain, mettre en œuvre les politiques de réconciliation qui auront été répertoriées, recommandées par les différentes personnes avisées qui auront contribué ici. Donc, en fait, ça ne s'arrête pas ici. On ne finit pas de parler de la réconciliation dans la diaspora et puis on se sépare. Les résultats sont exposés devant les députés avec les propositions de recommandations pertinentes et puis cela va inspirer un agenda d'action de terrain pour le pardon et la réconciliation. C'est pour le mois d'octobre, au plus tard. Tout à fait. Vous savez que l'Assemblée nationale actuellement, j'aurais dit, est unicolore. À une seule couleur. Qu'est-ce que vous entendez par là? Une seule couleur. C'est-à-dire qu'il y a... Le RDR est majoritaire. Donc, tout ce qu'il y a comme loi... Il y a différents groupes. Oui, il y a différents groupes parlementaires, mais Attends, le mais c'est pas RDR clair, est majoritaire. Ouais, mais c'est pas on va faire un entretien. mais je veux faire un additif. Oui, non. C'est-à-dire dans la ligne de sa question. Est-ce que vous aviez... C'est pas justement, c'est pas un débat, c'est un additif. On enregistre les gens. Allez-y. C'est juste pour savoir si vous avez eu la caution du président de l'Assemblée nationale et du président de la République pour pouvoir faire ce colloque, parce qu'on sait que ça ne peut pas être mis en œuvre sans son consentement. Ça, c'est une réalité. Alors ça, je vous remercie infiniment. Mais je reste d'abord sur sa question pour dire donc que les actions qui vont résulter des recommandations pertinentes de ce colloque international sont des actions qui vont être restituées à une institution, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à charge pour elle de les inclure dans l'agenda de ces députés qui vont partir sur le terrain, dans les hameaux, à la rencontre des Ivoiriens pour proposer ces solutions. Dialoguer avec eux pour proposer ces solutions. Et faire globalement un bon qualitatif à toute la Côte d'Ivoire dans l'apaisement, dans la réconciliation. Ça, c'est important de savoir que le colloque là ne s'arrête pas ici, mais qu'il y en a eu 4 là-bas, organisés pendant les 4 années précédentes par le président. Maintenant, le deuxième volet de votre question, mais alors c'est un complément de ce que dit votre confrère, c'est est-ce que le président de la République est d'accord avec ces initiatives? Si vous allez sur le site de la présidence de la République et même sur le site du gouvernement de Côte d'Ivoire, la réconciliation est une priorité. Il y a même un ministère entièrement consacré à la question de la cohésion sociale, avec la professeure Koné Mariatou qui a des résultats très intéressants. Il ne faut pas ici donner l'impression d'inventer la glace. La réconciliation nationale est une cause nationale et chacun doit y apporter sa part. Comme disaient les latins, sapientia collativa cognitio, le savoir est une collecte, chacun apporte sa part. La réconciliation, c'est pareil. Donc, le président de la République ne peut pas voir d'un mauvais œil les initiatives qui viennent renforcer la politique qu'il a lui-même indiquée comme étant la priorité. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans une république. Et la république, c'est aussi le principe de la séparation des pouvoirs et de l'équilibre des pouvoirs. Lorsqu'une initiative part de l'Assemblée nationale, elle n'a pas forcément besoin de rechercher systématiquement un imprimatur de l'autorité de l'exécutif pour se faire, parce que l'Assemblée nationale, entre autres missions, elle est chargée de représenter et d'incarner le dialogue politique au quotidien avec les populations. C'est une mission constitutionnelle de l'Assemblée, de créer ce dialogue avec les populations pour que les lois soient inspirées par les problèmes réels, bien étudiés et les solutions objectives. Donc, il n'y a pas ici l'ombre d'une difficulté à ce sujet. Nous agissons avec la bénédiction de l'ensemble des autorités de la République. D'ailleurs, vous l'avez souligné tout à l'heure, le président Bédié, président du PDCI-RDA, membre de l'Alliance au pouvoir en Côte d'Ivoire, souligne le mérite du président Guillaume Soro, notamment lié à cet appel au renforcement, à l'accélération de la réconciliation nationale. C'est vous dire que le consensus est très large. Il déborde les limites du seul RDR pour épouser le PDCI-RDA et même tous ceux qui sont de bonne volonté en Côte d'Ivoire veulent vraiment qu'on aille à une vraie réconciliation. Aujourd'hui, l'objectif était de parler du pardon et de la réconciliation, pas de la présidentielle 2020. Je me contenterai ici de dire que le président Guillaume Soro a souligné qu'il a été très touché, très ému, par le fait que le président Bédié ait prononcé à son égard 2 mots qu'il n'a pas souvent prononcés pour grand monde en Côte d'Ivoire, et même à la limite pour personne, en dehors de l'actuel chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Premier mot, confiance. J'ai confiance en lui. À qui ça ne ferait pas du bien au moment où certains s'exercent à vouloir noyer définitivement le président Guillaume Soro par toutes sortes de cabales.
À qui ça ne ferait pas du bien d'entendre de la part de l'ancien chef de l'État de Côte d'Ivoire, président du parti le plus ancien de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, ces paroles qui disent « Guillaume Soro a ma confiance ». Deuxième parole qui a fortement ému le président Guillaume Soro, lorsque le président Bédié dit « Guillaume Soro est mon protégé ». Il y en a qui n'ont pas compris cela. Est-ce que le président Bédié, à 83 ans, est celui qui, s'il y a une bagarre contre Guillaume Soro, va se mettre pour empêcher qu'on le frappe? Est-ce que le président Bédié est celui qui, aujourd'hui, contrôlerait l'appareil sécuritaire de Côte d'Ivoire pour qu'il l'utilise pour protéger Guillaume Soro? Il ne s'agit pas d'une protection physique. Il s'agit de l'affirmation que Guillaume Soro est en réserve de la République et que c'est quelqu'un qui a du mérite dans cette République et que, quelles que soient d'ailleurs les périodes de doute que le pays peut connaître, il ne faut pas en tirer la conséquence qu'on doive abandonner l'un des plus grands acteurs du processus qui a conduit à l'équilibre des forces politiques actuelles en Côte d'Ivoire. Donc le président Bédié pose là un acte de reconnaissance morale et de reconnaissance politique qui a également plu au président Guillaume Soro. Quant au calcul sur 2020-2030, il faut dire que ça fait partie des supputations. Qui peut avoir des certitudes sur ce qui va se passer en 2020? Nous sommes en 2017. Et qui encore ici peut avoir des certitudes sur ce qui va se passer en 2030? J'ai fait une blague sur ma page Facebook, certains ne l'ont pas apprécié, mais c'était une blague, une charade. J'ai dit, si vous rencontrez un monsieur de 84 ans, qui a une très belle fille, que vous voulez épouser, la fille même est d'accord, et le monsieur vous dit, revenez dans 13 ans, je vais vous donner la fille. Est-ce que vous allez attendre? C'est la question que je posais au bon sens de mes amis Facebook. Certains ont répondu oui, il faut attendre, c'est la parole du vieux, son successeur va respecter sa parole. D'autres ont dit, ah, vraiment, il vaut mieux que j'aille chercher femme ailleurs, parce que si je l'attends, on ne sait jamais, quand il sera peut-être mort, son successeur prendra une autre décision. Vous voyez très bien que ce fétichisme des dates n'intéresse pas le président Guillaume Soro. Écoutez, il y a eu la présidentielle prévue pour 2005, il n'était pas candidat. Il y a eu la présidentielle de 2010, il a organisé. C'est lui qui l'a organisé et il n'était pas candidat. Il y a eu la présidentielle de 2015, il a soutenu le candidat unique du RHDP. Ça fait 3 présidentielles qui se sont passées devant lui sans qu'on entende son nom. Donc, non, mais vous n'êtes pas le seul. On a on va poser des questions. Quand il y a des choses que je ne comprends pas, il faut qu'on me les éclaircisse. Oui, s'il vous plaît. Allons-y. La conférence ne vous appartient pas, vous. Mais c'est pas vous non plus. Laissez-moi parler. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. On va sortir. Vous me laissez parler. Cher confrère, regarde, mon ami. Laissez le temps. Il y a un modérateur, laissez le modérateur. Le modérateur, c'est lui qui gère, c'est lui qui doit goûter la parole. Une dernière question après ça. Excusez-moi. Une dernière question après ça. Je n'aime pas qu'on m'interrompe comme ça. Ouais, donc une dernière question après ça. En fait, il faut déjà que vous vous calmiez. Oui, je suis calme. Ce qu'on est en train de faire là, c'est apprendre à vivre ensemble. Oui, bien sûr. Sachez déjà que nous sommes ici dans un pays et nous représentons l'image de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon que notre voix monte. Parce qu'on va pouvoir penser que c'était des gens sans civilisation qui étaient ici. Donc, s'il vous plaît, par respect pour notre pays, pour notre Afrique, comportons-nous déjà ici comme on veut que demain soit. On peut exprimer des désaccords sans avoir besoin de hausser le ton. Donc, vous aviez une question. Une dernière question pour lui et puis on va passer. C'est la précision que je voudrais faire. S'il vous plaît, allez-y. En fait, le président Bédié a dit ceci. Il dit pour 2020, Soro a le temps. Il n'est pas pressé. Tout à fait. Et que ce qu'on lui a promis, c'est pour se présenter en 2030. Oui, je me pose la question si vous n'êtes pas en train de mettre un coup de fouet derrière le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, au moment où la CPI cherche des témoins, il parle de pardon. Il est responsable de quelque chose. D'accord, c'est ça votre question? Donc, je peux répondre à présent. Alors, on prend une autre? Non, c'est pas fini. D'accord, la suivante. Et la deuxième, aujourd'hui, on sait que tout son entourage est dans le viseur quand on sait qu'on va chercher des armes partout à côté de lui et tout ça. Est-ce que ce n'est pas une manière de mettre devant la scène, de dire que
il y a une responsabilité qui doit être aussi amenée à la CPI. D'accord. Donc on va prendre la question de Jean-Paul Auro aussi. Non, ça fait beaucoup. Je risque d'oublier, monsieur le modérateur. J'ai eu 3 questions là chez monsieur Augustin Lobé. Je préfère répondre parce que, vous savez, c'est le président des journalistes. Lui, quand il pose des questions, c'est du lourd. C'est encore du très lourd. Donc, attendons, on lui donnera la parole. Je vais répondre d'abord à ces 3-là. Hein, alors, il n'y a pas de coïncidence entre l'appel au pardon et le procès à la CPI. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Je dis bien, dès 2012, le président Guillaume Soro dit, quand il est installé président de l'Assemblée nationale, on est en 2012. Et le président Laurent Gbagbo a 1 an en dehors du pouvoir seulement. Dès 2012, il dit que l'éveil, le véritable éveil, la consolidation de la Côte d'Ivoire passe par la réussite de la réconciliation nationale. Ça a toujours été sa conviction. Il a compris que on pouvait réussir sur le plan macroéconomique, on pouvait même réussir sur le plan infrastructurel, mais tant qu'on n'avait pas réussi à rassembler largement les bords meurtriques de la Côte d'Ivoire, on ne serait pas capable d'atteindre l'optimum de ce dont ce pays est capable. Donc, sachez que c'est une conviction intellectuelle ancienne. Deuxièmement, vous dites, l'entourage du président Guillaume Soro est actuellement dans le viseur. Et peut-être que cela explique le fait que son discours s'adoucisse. Le discours du 3 avril a lieu longtemps avant la dernière mutinerie. Vous ne pouvez pas dire que ce discours a été prononcé dans l'attente d'une mutinerie. Dans le discours du 3 avril, le président Guillaume Soro annonce déjà très clairement qu'il est pour la libération de tous les derniers prisonniers de la crise post-électorale, pour une loi d'amnistie, et il dit qu'il faut également une réconciliation structurelle, c'est-à-dire accélérer la politique sociale de bien-être, parce que les jeunes, les paysans, les ouvriers, tous ceux qui attendent encore sur les bancs du chômage, ne peuvent pas continuellement espérer simplement des embellis annoncés. Il faut que ces embellis se traduisent dans le panier de la ménagère. Il le dit là. Et il parle au nom de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Il ne parle pas pour des calculs personnels. Le processus qui a lieu à la CPI est régi par les règles du droit international. Ces règles du droit international, ce n'est pas le président Guillaume Soro qui les a inventées. Je tiens aussi à rappeler ici, M. Dobé, si vous permettez, je tiens à rappeler que l'engagement de la Côte d'Ivoire à la Cour pénale internationale s'est fait en 3 étapes. Et ces 3 étapes ont été portées par 3 chefs d'État. Premièrement, le président Bédier, en 1998, avec la signature du traité de Rome. Deuxièmement, avec le président Laurent Gbagbo, avec la confirmation de cette signature. Et la ratification est faite troisièmement par le président Alassane Ouattara. Il y a 3 chefs d'État ivoiriens, à 3 périodes différentes, qui ont engagé officiellement la Côte d'Ivoire à faire juger certaines de ces affaires à la Cour pénale internationale. Donc, c'est du domaine du droit international. Et il ne suffirait pas que la Côte d'Ivoire claque des doigts comme cela pour que la Cour pénale internationale prenne telle ou telle décision. Ce que nous savons et ce que le président Guillaume Soro nous invite à expliquer, c'est que tous les problèmes de la Côte d'Ivoire peuvent se résoudre en un temps record s'il y a un large accord des Ivoiriens sur le minimum nécessaire pour l'avenir. Les institutions internationales même peuvent être amenées à regarder autrement la situation de ces Ivoiriens qui sont aujourd'hui détenus à l'étranger, si ils ont la garantie que quelle que soit la décision qu'ils prennent, cette décision sera bénéfique au progrès de la Côte d'Ivoire, à la consolidation de sa paix et de son développement. Donc, le président Guillaume Soro, je dis, demande que nous inversions la méthode. Au lieu de dire, on ne sera pas réconcilié, on ne va pas pardonner tant que Gbagbo et Blé Goudé n'ont pas été libérés, disons plutôt, pardonnons-nous, réconcilions-nous, et il y a peut-être là la voie la plus sûre pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire lui reviennent. Parce qu'il y a une chose dont j'ai la conviction, ni chez le président Alassane Ouattara, ni chez le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, il y a une fierté particulière à savoir que 2 Ivoiriens sont à La Haye. Personne n'est à l'aise. Aucun citoyen, aucun Africain n'est content de voir que les tribunaux internationaux s'intéressent prioritairement aux Africains. Mais nous devons constater que nos chefs d'État prennent des engagements. Ces engagements font que le droit national
est assortie à certains points du droit international. Et il ne suffit pas qu'un citoyen ne soit pas content pour que ça change. Il faut une procédure. Pour le président Guillaume Soro, c'est donc une Côte d'Ivoire assemblée qui peut de nouveau être le havre de paix et de vie commune de tous ses enfants et de toutes les générations. Le président Guillaume Soro a été 6 fois prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Il s'est même réconcilié avec son ancien geôlier, qui maintenant a dit qu'il est son protégé. Et a dit qu'il lui fait toute confiance. Il y en a qui ont oublié que dans les années 90, quand Guillaume Soro est prisonnier politique, c'est le régime Bédié. Quelqu'un qui a cette capacité de transcendance, d'autodépassement, pour revivre avec ceux qui ont été ses adversaires. N'est-il pas celui qui, en fait, est encore le mieux placé pour nous amener à parler avec les frères du Front populaire ivoirien, ce qu'on appelle les pro-Gbagbo ou les GOR. Entendez Gbagbo rien, même si certains nous désignent désormais comme les sorts, c'est-à-dire les sororiens. Ne sommes-nous pas justement ceux qui doivent se parler? Puisque ceux qui n'ont pas été d'accord, ceux qui sont affrontés, ce sont ceux-là. Donc pour le président Guillaume Soro, il s'agit de faire les pas décisifs. Il s'agit de briser les barrières, de rompre les barrières, de rassembler largement la Côte d'Ivoire pour que la réconciliation bénéficie à tous ses enfants. Quand le président a parlé de libération des prisonniers de la dernière crise électorale, il n'a cité personne parce qu'il pensait à tout le monde. S'il faut se commencer à citer un tel, mais on va négliger les autres alors. Est-ce qu'il y a une vie ivoirienne qui est moins importante qu'une autre? Nous sommes ici dans un pays où il y a le procès Grégory, un enfant tué il y a plus de 30 ans. On veut toujours, aujourd'hui, punir ceux qui lui ont fait ça. Nous sommes pour la naissance d'une civilisation politique ivoirienne où chaque vie va compter. Où chaque vie va compter. Parce qu'on vient d'une époque où toutes les vies ne comptaient pas. Et de part et d'autre. Donc il s'agit de faire cette transition. J'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur le Monsieur Jean-Paul Leroy. Oui. Après, Jean-Paul Leroy. Et Jean-Paul Leroy, l'intelligence d'Abidjan. Excusez-moi pour mon retard, j'espère que ma question que je vais poser n'a pas été abordée. Et tout à l'heure, M. Niamsi, vous révéliez que Guillaume Soro avait des contacts avec Charles Blé Goudé. Et pour nous préciser depuis quand, et puis, bon, peut-être vous ne révélez pas la nature de leur relation, mais depuis quand ils sont en contact, on aimerait pouvoir savoir. Et deuxièmement, vous disiez tout à l'heure que dans son discours, depuis le 12 avril, depuis 2012, il est président de l'Assemblée nationale. Le président Soro Guillaume parle de réconciliation, de pardon. Et tout moi-même, il a même évoqué la question d'une amnistie générale. Récemment, la dernière vidéo que j'ai pu voir quand il parlait avec, quand vous receviez Alain Toussaint, il a dit que ces prisonniers, ils n'ont pas à être en prison. Tous ces détenus issus de la crise post-électorale. Mais le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, est député. Il est président de l'Assemblée nationale sur quoi? Et le député a l'initiative de la loi. Pourquoi il ne prend pas une loi d'amnistie, la présenter devant ses pairs députés? Si d'aventure c'était rejeté, comme le disait un de mes confrères, d'aucuns diront, les Ivoiriens diront, il est de bonne foi devant tout le monde, il a pris une loi d'amnistie pour qu'on libère tout le monde, que de rester, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le discours. C'est cela qui pose, peut-être pour certains Ivoiriens, de savoir si ce discours n'est pas électoraliste, parce qu'on ne voit pas véritablement Guillaume Soro dans l'action. Pourquoi il ne prend pas une loi d'amnistie générale? Très bien. Merci à Jean-Paul Leroy. Alors, première question à propos donc, des relations entre le président de l'Assemblée nationale et son frère Blé Goudé. Je dis qu'elle date du temps de la FESI jusqu'à ce jour. J'affirme même que leurs relations n'ont jamais été interrompues. Même au plus fort de la lutte fratricide qui les a opposés, ils n'ont jamais perdu contact. Ne serait-ce que pour se parler de temps à autre, comme des camarades qui ont été des frères de lit, à un moment donné, et que la vie politique, par ses aléas, à un moment donné, a opposé. Donc le président Guillaume Soro nous a toujours chargé de dire qu'il ne renie aucun de ses frères, tout le monde. Et le président qui a fait la tournée de toutes les bourgades de Côte d'Ivoire pour demander pardon,
aurait voulu depuis très longtemps, y compris depuis la période de l'exil de M. Blé Goudé au Ghana, qu'il vienne lui aussi apporter sa contribution à ce pardon. C'est la génération qui souffre le plus d'être divisée, celle qui a hérité des conflits des générations politiques précédentes. La génération des 40-50 ans de Côte d'Ivoire a assez payé sa dîme au conflit dont elle a hérité. Et elle est déterminée à ne plus la payer. Il faut rassembler le pays. On ne peut pas continuer avec des conflits dont on a bien vu qu'ils n'ont pas amené le pays à très bon port. Donc, le président Guillaume Soro a gardé et garde un regard fraternel envers tous les frères de la galaxie dite Gbagbo, qui sont par ailleurs ses anciens compagnons de lutte syndicale dans l'université ivoirienne. Il n'a oublié aucun. Et sa porte est ouverte à tous ceux d'entre eux qui lui tendront la main. Voilà le message que je lance aussi, encore ici. Vous avez connu le président Guillaume Soro de près ou de loin. Vous avez été militant de la FECI au même moment ou après lui. Sachez qu'il se sent parent de vous jusqu'à son dernier souffle. Et que même de là où vous êtes, en le critiquant matin, midi et soir, si vous avez besoin de lui et si c'est dans ses moyens, il vous aidera. C'est ça son message. C'est ce qu'il nous a demandé de dire. Il n'a aucun compte à régler avec personne, y compris de ceux de ses frères avec qui il s'est le plus affronté. La page doit être tournée. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui tire les leçons de ses erreurs et de ses fautes du passé. Sur la deuxième question, à savoir l'initiative de la loi des députés. Reconnaissez que nous sommes aujourd'hui le 24 juin 2017. Le président Guillaume Soro a fait la proposition d'une amnistie générale le 3 avril 2017. Certes, pour un être humain, un jour de plus en prison, c'est un jour de trop. Mais nous sommes à 3 mois d'une déclaration forte qui suppose aussi un rassemblement de bonne volonté suffisant pour porter les initiatives qui vont suivre. En parlant de l'amnistie, le président sait très bien que les députés ont leur rôle à jouer. Vous avez vu le lancement de l'Alliance du 3 avril, justement pour soutenir, quel que soit le parti auquel appartient un député, il peut soutenir ne serait-ce que cette idée de hâter la marche à la réconciliation parfaite à travers ces quelques initiatives que le président a dites. Donc, M. Jean-Paul Oro, je voudrais vous confirmer que le président est bien dans cet état d'esprit. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va assumer tout son rôle, mais elle l'assume et dans le respect du principe, bien sûr, de la séparation des pouvoirs, dans le respect du principe de l'équilibre des pouvoirs, et le président ne veut surtout pas, le président de l'Assemblée nationale ne veut surtout pas que cela soit perçu de près ou de loin comme une forme de rivalité envers la loyauté qu'il tient à maintenir de sa part pour l'action du président de la République à l'Assemblée. Va-t-il prendre une loi d'amnistie générale ou bien ne va-t-il pas la prendre? Monsieur Jean-Paul Oro, le président dit qu'une telle loi est nécessaire. Peu importe comment on y aboutit, le président de l'Assemblée nationale a dit qu'une telle loi était nécessaire. Donc vous savez déjà que c'est un objectif qu'il se fixe. Que ce soit à l'initiative du gouvernement ou à l'initiative des députés, notre objectif, c'est bien qu'il y ait amnistie pour que tous nos frères qui souffrent encore des sanctions de la dernière crise post-électorale recouvrent la liberté et la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux. Ici, soyons pragmatiques. La fin justifiera les moyens. L'objectif, c'est d'obtenir qu'il y ait une réconciliation concrète par l'émancipation de ces personnes. Pour nous, si le gouvernement prend cette initiative, ou si l'Assemblée nationale la prend, l'essentiel sera qu'elle aboutisse. Et c'est pour ça qu'il faut préparer les initiatives. Il ne faut pas seulement dire nous allons faire l'amnistie, il faut obtenir d'abord un accord de tous. Il ne faut pas oublier que des deux côtés de la crise, il y a des gens qui en ont beaucoup sur le cœur et qui ne sont pas tout à fait prêts à aller aussi vite au pardon et à la réconciliation. Il faut prendre le temps de convaincre, construire un consensus et avec ce consensus, obtenir le changement. Oui. Question. Alors nous avons pratiquement fini, 10 minutes encore. Je prends une question de vous. Ouais, s'il y a une question, ok. Bonjour, monsieur Diamsi. Bonjour. Axel Hilary, la dépêche d'Abidjan. Tout à l'heure, vous avez rappelé que le Forum de la réconciliation nationale qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2001 a accouché d'une souris. Aujourd'hui, vous nous présentez une initiative semblable. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez réussir là où les autres ont échoué?
Merci. Alors, donc c'est la première question. La première question. La deuxième est plutôt, pas plutôt dans le sens d'une proposition. Oui. Je pense qu'au lieu de dépenser de l'argent dans des initiatives de ce genre, au lieu de mettre beaucoup d'argent dans des initiatives de ce genre, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, par exemple, de sensibiliser, d'éduquer les gens sur le civisme? Vous voyez? Voilà. Parce que, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, par exemple, de faire comprendre aux gens que pour revendiquer, on n'a pas forcément besoin de prendre des armes? Je pense qu'il faut faire comprendre ce genre de choses aux gens, plutôt que de leur servir de colloques, au bout desquels on n'a rien. Là, c'est une opération budgétivore, comme l'autre le disait tout à l'heure. Parce qu'en 2001, il y a eu un rassemblement pareil, qui n'a rien donné, bien qu'ils n'ont pas été désarmés. C'est ce que les gens ne sont pas sensibilisés par rapport à certaines valeurs. Et ce qui manque, à mon avis, à nos populations. Il faut éduquer les gens au civisme. Parce que s'ils étaient éduqués, ceux qui engagent aujourd'hui un processus de réconciliation en Côte d'Ivoire ne seraient pas à le faire, parce qu'ils n'auraient pas pris les armes. Voilà. Donc je pense qu'il y a ce genre de priorités sur lesquelles il faut qu'on insiste. Au lieu de passer notre temps dans des colloques, dans des salons, qui ne servent à rien finalement. Voilà. Oui, je vous réponds. Oui, vous avez le droit. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, d'abord, réussir où les autres ont échoué. Je crois qu'il ne faut pas confondre l'échelle des événements. Ici, il s'agit d'un colloque. C'est un colloque où les gens vont donner des communications argumentées, dans lesquelles ils vont faire des propositions sur l'évolution du processus du pardon et de la réconciliation. J'ai dit dans mon exposé préliminaire qu'il y a des choses qui ont été réalisées. On ne peut pas nier que dans ce domaine, des choses ont été réalisées. Il y a eu des progrès qui ont été obtenus. On ne va pas, dans ce domaine-là, tout recommencer à zéro. Il y a eu des choses qui ont été faites par la CDVR, il y a des choses qui ont été faites par la CONARIV, il y a des choses qui sont faites par le ministère chargé de la cohésion sociale, de la professeure Marietou. Toutes ces choses sont des apports sur lesquels l'Assemblée nationale a décidé de venir apporter également sa pierre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes très modestes. Nous ne réinventons pas à zéro le pardon et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le président nous charge de renforcer, d'accélérer, parce qu'il y a des attentes qui durent et qui deviennent des désespérances. Donc, il s'agit d'un colloque. Il ne s'agit pas d'un forum de réconciliation nationale. Attention, ce colloque n'a pas autorité politique. Ce colloque a simplement une vocation scientifique. Quand nous invitons un professeur comme M. Christian Bouquet, un connaisseur de la géopolitique de la Côte d'Ivoire, à venir donner sa contribution, c'est juste pour éclairer la lanterne de tout un chacun. Le colloque sera le lieu de proposition, non pas le lieu de décision. Nous n'avons aucune espèce de pouvoir de décision, ni sur un député ivoirien, ni sur l'exécutif ivoirien, ni sur la justice ivoirienne. Il s'agit vraiment d'un colloque. Ce n'est pas le forum de 2001 qui, quant à lui, était vraiment un forum effectivement institutionnel, avec des promesses de rassemblement du corps politique. Ce que nous voulons, c'est que nous avons tenu 4 colloques à Abidjan, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Celui-ci, cette fois-ci, littéralement, il est exporté à l'extérieur pour pouvoir recueillir aussi des contributions ici. Quel que soit le Parlement considéré, cher monsieur, c'est important qu'il y ait des intellectuels, qu'il y ait des politiques, des citoyens qui se réunissent de temps en temps pour discuter. Moi, je trouve que l'une des faiblesses de nos sociétés africaines, c'est qu'elles ne veulent pas prendre l'habitude des traditions de discussion. On ne discute pas toujours parce que ça va donner tout de suite des résultats, mais parce que c'est cela, justement, le fondement de la civilité politique. La civilité politique commence quand il y a beaucoup de lieux de discussion et beaucoup moins de lieux de conflit, en tout cas de confrontation dans une société. On ne peut pas trancher la question de l'usage des armes simplement par l'idée que toute personne qui fait usage des armes est une personne incivique. Parce que si on rentre dans cette logique, aucune résistance, parmi toutes celles qu'on glorifie, comme celle qui a libéré la France du nazisme, ou celle qui a libéré l'Afrique du Sud de l'apartheid, aucune de ces résistances ne serait valorisée. Les gens ont oublié que Nelson Mandela avait pris les armes avec Umkhonto et Sizwe contre le régime sud-africain. Les gens ont oublié que De Gaulle, avec 177 de ses camarades, va en Angleterre et monte un commando. Bon, imaginez que l'Angleterre s'appelle Burkina Faso et que la France s'appelle Côte d'Ivoire. C'est ce que De Gaulle a fait. Il est allé monter un commando de Français à l'extérieur de son pays pour venir combattre un régime qu'il estimait injuste. Mais comme il est blanc, et comme il a de meilleurs historiens, et comme ça fait longtemps, et comme beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire, on oublie que De Gaulle, c'est le premier grand rebelle du XXe siècle français. C'était un rebelle, c'était une rébellion. Allez voir ce que le gouvernement du maréchal Pétain écrit quand De Gaulle commence ses sabotages. On dit, tu es un rebelle, et tu es pourchassé comme tel. Si on l'avait pris, il prenait la cour martiale.
et le peloton d'exécution, Charles de Gaulle. Comme il a réussi, il est devenu le grand Charles, on a fondé le mouvement gaulliste de la 5e République. Nous avons nos petits ou nos grands de Gaulle africains, on ne veut pas les considérer comme tels parce que c'est nos camarades de Beauflotto, parce qu'on a mangé à checker avec eux, on les connaît, on dit, mais même sa copine, là, je connais où il dormait, mais de Gaulle, il avait des copines, mais comme c'est loin, lui, il est un héros. Ceux qui sont à côté de nous et qui risquent leur vie pour leurs idées, c'est des petits étudiants qui n'avaient rien et qui du jour au lendemain ont balafré le pays. Cette manière de banaliser l'histoire de nos pays n'est pas correcte. Je dis seulement que nous ne sommes plus dans la phase où il s'agit de revendiquer ou de prendre plaisir aux épisodes fratricides qui ont opposé la Côte d'Ivoire du passé récent. Le président Guillaume Soro, tout en ne niant pas ses responsabilités, souhaite qu'avec ses frères, on passe à une nouvelle page. C'est-à-dire qu'on s'entende sur les conditions qui vont faire que ça ne recommence plus. Et c'est sur ce point que je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qui va faire que ça ne recommence plus? C'est non seulement qu'on mette en place des règles justes, transparentes, d'acquisition du pouvoir, d'exercice du pouvoir et de transmission du pouvoir, mais qu'on en explique le bien fondé. Et là, nous, professeurs, nous, journalistes, etc., avons un rôle important à chaque citoyen pour que les actes de légitime défense soient vraiment l'ultime et le rare recours auquel on puisse songer. Parce que malheureusement, vous avez raison d'observer qu'il y a une tendance à la banalisation du recours à l'arme pour obtenir des droits. Mais c'est ce qui arrive quand l'éducation politique n'a pas expliqué aux gens qu'on ne va à ça que vraiment quand ça devient finalement une question de vie ou de mort pour une collectivité. Mais on ne va pas à ça la fleur à la bouche. J'ai dit une fois sur le plateau d'Emen News TV qu'il n'y a pas de belle rébellion. À la question que me posait M. Jean-Paul Leroux ici présent, il n'y a pas de belle rébellion. Mais il peut y avoir, de notre point de vue, des rébellions justes. Mais il n'est plus question aujourd'hui, en tant que tel, de revendiquer les victoires militaires du passé récent de la Côte d'Ivoire. Elles ne servent plus à rien maintenant. Ce qui sert essentiellement à quelque chose, c'est de contribuer à bâtir ensemble un pays apaisé, un pays rassurant pour ceux qui vont y vivre. Le président Guillaume Soro est dans cet état d'esprit. Et quand on me dit que nous dépensons les budgets de l'État de Côte d'Ivoire, je pense qu'il vaut mieux dépenser les budgets de l'État de Côte d'Ivoire pour promouvoir le pardon qui est la réconciliation que de les dépenser pour faire la guerre. Franchement, est-ce que ce n'est pas mieux que nous nous retrouvions à Paris, à Abidjan, à Yamoussoukro pour discuter de l'avenir de la Côte d'Ivoire en paix, que nous nous séparions autour d'un verre et que nos enfants grandissent dans la tranquillité, que nous allions en vacances tranquillement, chacun chez soi, dans sa belle famille, sans craindre qu'il y ait des événements qui le bloquent? Est-ce que ce n'est pas bien mieux de dépenser notre argent pour cette paix-là que de le dépenser pour préparer une autre guerre? Moi, je suis preneur de toutes les dépenses au service de la paix. Parce que je pense que la paix, elle est précieuse pour le développement politique, pour le développement économique et pour la transmission pacifique de l'espérance. Donc, morale pénale, éventuellement par unification, hein, parce que selon les éléments factuels dont on dispose, donc que tout le monde dispose, le journaliste dispose, Soro Guillaume a revendiqué la rébellion qui en deux et pillé, martyrisé la Côte d'Ivoire en 2002. Voilà. Donc, ma réponse est aussi simple. Chaque fois qu'on me ramènera cette rhétorique, je dirai toujours et je rappellerai que... Est-ce qu'il est prêt à reconnaître... Je rappellerai que le président Guillaume Soro a produit en 2005. Il a produit en 2005. Officiellement dans le pays de Côte d'Ivoire. Voilà une autre reformulation. Vous me permettez? Il a produit en 2005 un ouvrage intitulé « Pourquoi je suis devenu rébelle ». Dans cet ouvrage, il explique pourquoi il s'est rébellé. Dans cet ouvrage, il explique aussi pourquoi il pense qu'il faut passer à autre chose, à la fondation d'une Côte d'Ivoire où il ne sera plus nécessaire de se rebeller pour revendiquer ses droits. Je dis que si, quand on me ramène à cette séquence historique, je dis que nous sommes en France, une terre qui a été fondée par un rebelle. Ce rebelle s'appelle Charles de Gaulle. Il s'est rébellé contre un régime qui ressemblait au régime que Guillaume Soro a combattu en son temps. Ce régime de Charles de Gaulle avait décrété que certains de ses citoyens méritaient d'aller dans les fours crématoires nazis ou de dégager du pays, et de Gaulle a décidé de résister. Quand Guillaume Soro prend les armes en 2002 en Côte d'Ivoire, c'est en légitime défense face à un régime d'exclusion qui avait posé des actes assassins contre une partie de sa propre population et qui menaçait, du point de vue de Guillaume Soro et ses compagnons, ceux-ci à la mort ou à l'exil éternel. Si vous voulez revenir à l'histoire, elle sera toujours lue de ces deux façons. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi j'ai renoncé à devoir convaincre ceux qui pensent le contraire. Ce n'est pas nécessaire. Vous continuerez de dire ce que vous dites et je continuerai de dire ce que je dis. La question qui se pose à nous aujourd'hui,
et c'est ce que le président Guillaume Soro nous invite à apprécier, c'est comment on vit aujourd'hui et demain dans un pays où il n'y a pas forcément d'accord sur toutes les questions. Par exemple, il n'y a pas totalement un accord sur le sens des événements de l'histoire. Pour vous, c'est simplement une rébellion, c'est une bande de bandits, n'est-ce pas? D'autres disent même qu'ils ont balafré la Côte d'Ivoire, c'est une expression très intéressante pour dire que c'est des moussis, n'est-ce pas? Ils ont balafré la Côte d'Ivoire, et puis c'est tout. Il y aura toujours, même dans 30 ans en Côte d'Ivoire, des gens qui penseront que c'est comme ça. Il y a des faits pour moi, des éléments factuels. D'autre côté, moi je vous dis, étudiez l'histoire des grandes rébellions, et vous verrez que ça s'est passé en Côte d'Ivoire comme ça s'est passé exactement ailleurs. Si vous n'avez pas ce regard historique, vous ne savez pas que le pays dans lequel vous vous exprimez avec moi librement a été conquis par une rébellion militaire. Il a été reconquis par une rébellion militaire. Paris a été prise comme Abidjan l'a été à un moment donné de l'histoire. Vous avez oublié cela. Donc, notre débat aujourd'hui, je dis que Guillaume Soro n'en fait pas une fierté. Quand le camp d'Ipro-Gbagbo était dans l'arrogance absolue, vous comprenez que nos arguments consistaient, il y a 3 ou 4 ans, Jean-Paul Leroux s'en souvient, à affirmer face à cela une fierté. Parce que quand les autres ne se reprochent rien, il y a un problème quand même en Côte d'Ivoire. Ce problème qu'il y a dans ce pays-là, c'est précisément qu'un certain nombre de camps politiques n'ont pas pris l'habitude de se formuler à eux-mêmes, justement, un certain nombre d'autocritiques. L'autocritique ne peut pas se faire d'un point de vue et pas de l'autre. Elle doit se faire à tout point de vue. C'est important. Donc, aujourd'hui, l'idée c'est quoi? C'est que malgré ces différences sur ce que c'est que l'histoire, malgré ces différences sur ce que c'est que le passé, il faut quand même trouver un consensus minimal pour cheminer ensemble vers un monde unique. Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que ce gouvernement est prêt à se repentir, à d'abord faire une démarche de confession qui sera peut-être consolidée par une démarche de repentance? Parce que moi je suis croyant, avant d'être journaliste, je vous ai dit ça, il y a une démarche. D'abord le pardon, la confession, la repentance précède le pardon. Est-ce que lui, vous qui êtes son conseiller, est-ce qu'il vous a fait des révélations, des confidences en avant dans ce sens-là? Alors moi je vous confirme que j'ai accompagné le président Guillaume Soro partout à l'intérieur des terres de Côte d'Ivoire. Le premier mot qu'il a prononcé chaque fois qu'il s'est adressé à ses compatriotes, c'est le mot pardon. Depuis 2012-2013, j'ai ici les discours. Il n'y a pas un discours dont le premier paragraphe ne commence pas par « Je demande pardon ». C'est l'un des hommes politiques ivoiriens qui a prononcé cette phrase un nombre incalculable de fois. Sans confondre la politique et la religion, le président est convaincu qu'il n'y a pas d'avenir commun pour la Côte d'Ivoire si cette repentance dont vous parlez n'est pas partagée. Comment pouvez-vous vous réconcilier avec des gens qui, eux, ne font jamais acte de repentance? Où est l'autocritique de ceux qui estiment que les actes de repentance du président Guillaume Soro ne sont pas suffisants? Vous souvenez-vous d'un jour où, pour leur part, ils ont dit « nous nous repentons ». Le président Guillaume Soro, je vais vous donner les discours, les publics auxquels il s'est adressé, et où, à chaque fois, il commence par demander pardon. Cet ouvrage que nous avons publié autour de son dernier discours est axé autour, même dans le discours du 3 avril, Guillaume Soro demande pardon. Il demande pardon inconditionnellement. C'est-à-dire qu'il ne demande même pas pardon en posant comme principe qu'il ne demande pardon qu'à celui qui lui aussi se critique. Il demande pardon même si la personne à qui il demande pardon, pour sa part, elle n'a rien à se reprocher. C'est une sainte de la politique ivoirienne, qui n'a rien fait de mal à personne, même pas une mouche. Le président nous demande de dire pardon à tout cela, de sa part. Maintenant, vous avez parlé d'un volet, le volet pénal. Je crois que si vous connaissez le droit pénal, on ne s'en saisit pas, on ne s'auto-saisit pas du droit pénal. N'est-ce pas? Vous n'allez pas dans un tribunal demander à ce tribunal de vous juger à tout prix, parce que vous voulez plaire à des gens qui souhaiteraient qu'on vous juge. Dès l'instant où il a revendiqué la rébellion qui a enduré la Côte d'Ivoire, il y a une responsabilité pénale. Je rappelle que... Tous ceux qui ont été morts. Je rappelle que pour nous aujourd'hui, ce débat-là, il a été résolu dans la publication des livres qui défendent votre thèse et dans la publication de livres qui défendent notre thèse. Sur la rébellion ivoirienne, il n'y aura jamais unanimité épistémologique. Il n'y aura jamais unanimité politique. Parce que la démarche qui consiste à dire que la condition du pardon, c'est de dire que
la rébellion ivoirienne ne fut nulle part un acte de légitime défense, c'est une démarche qui est vouée à faire face à une contre-argumentation qui va démontrer que c'était un acte de légitime défense. Moi, je dis qu'il faut renoncer à vouloir à tout prix que votre point de vue sur l'histoire passée de la Côte d'Ivoire soit celui de tous les Ivoiriens ou de tous les observateurs de la Côte d'Ivoire. Apprenez à vivre dans un monde où les événements sont interprétés diversement par des personnes de camps différents. Là, c'est subjectif. Là. Oui, bien sûr, mais la subjectivité est indépassable en politique. Le plan journalistique, si nous agissons ensemble, en société, c'est toujours parce que chacun d'entre nous ne possède pas toute la vérité. Vous possédez toute la vérité quand on est journaliste, dans le passé. Quelque part, ils veulent nous accrocher à ce qui nous divise. Nous sommes à la recherche de ce qui nous unit. Donc le président me demande d'annoncer le colloque du 9-10, un colloque où vous aurez le droit de défendre votre point de vue. De dire tout ce que vous avez dit ici et de l'argumenter comme vous l'argumentez. Votre point de vue sera valable comme celui de quelqu'un qui pense le contraire. Avec plus de détails. Avec plus de détails. Il faudra juste vous habituer à la contradiction. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'on a affaire à des gens qui veulent contredire sans jamais être contredits. Alors ici, ce n'est pas le colloque lui-même, c'est une conférence de presse. Je ne peux vous donner que des réponses de principe. Bonjour, monsieur Niamsi. Bonjour. Vous venez de Vous venez de vous entraîner avec la presse ivoirienne représentant à Paris. Quel est le fond du message à leur passer? Le fond du message est le suivant. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence Guillaume Soro, dont je suis le conseiller spécial, nous a invités à organiser les 9-10 septembre 2017 prochains ici à Paris un colloque international sur le pardon et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous savez, le Club international de conférences avait organisé ces 4 dernières années sur place à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire un colloque chaque année portant sur une thématique d'intérêt collectif. Le président nous a demandé cette fois-ci de le faire à l'étranger de telle façon que les énergies intellectuelles de l'étranger, la diaspora ivoirienne et africaine, mais aussi la diaspora, les intellectuels africains, les politiques français, des gens qui ont des expériences du pardon et de la réconciliation à travers le monde, eh bien, viennent apporter leur expertise, leur expérience, leur vécu, de telle façon que eh bien, la législature ivoirienne s'inspire des recommandations pertinentes de ces personnes avisées afin de continuer à booster le processus du pardon et de la réconciliation entamé par le régime du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et bien sûr appuyé par l'action législative de l'Assemblée nationale. Dans ce cadre, il fallait que j'explique ce que signifie la vision du pardon, de la réconciliation du président Guillaume Soro. Elle se déroule à 3 niveaux. Un niveau structurel, il faut que les besoins sociaux en termes de bien-être, en termes d'amélioration des conditions de vie, en termes de réinsertion sociale, que ces besoins sociaux soient prioritairement adressés dans cette période-ci. Deuxième point, la réconciliation sur le plan psychologique. Il faut aider les uns et les autres à désempoisonner leur esprit. D'ailleurs, je crois qu'on en a vécu un épisode cet après-midi. Il nous faut être à l'écoute de toutes les frustrations, de toutes les souffrances des Ivoiriens de tous les bords, en leur demandant à chaque fois de réussir à surmonter cette haine qui malheureusement rend malade physiquement, rend malade psychiquement et rend malade collectivement. Et enfin, il y a un troisième niveau, c'est la réconciliation spirituelle. Quel est l'esprit de la réconciliation? Pour le président Guillaume Soro, il s'agit de bâtir la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain sur des fondements qui l'empêcheront à tout jamais de vaciller à nouveau comme cela a été malheureusement le cas il y a 6 ans, il y a 10 ans, il y a bientôt 30 ans de crises successives. C'est dans cet esprit qu'il nous a chargé d'écouter surtout les Ivoiriens qui ont souffert, surtout les Ivoiriens qui doutent, et même surtout ceux qui sont en désaccord avec lui. J'étais particulièrement heureux d'avoir une presse ivoirienne qui m'a posé toutes les questions qu'elle voulait me poser, et à un moment donné d'avoir même la visite de partisans manifestement radicaux de l'ancien régime de Côte d'Ivoire, qui, à leur manière, ont exprimé leurs besoins de réconciliation, leurs besoins de paix, leurs besoins de justice. Et c'est pour cela que ce colloque est organisé. Il s'agit donc d'un colloque où il y aura des personnalités scientifiques
issus de toutes les sensibilités politiques ivoiriennes, des personnalités scientifiques internationales. Il y aura par exemple M. Alain Toussaint, M. Tiburce Kofi, moi-même, un certain nombre d'intellectuels ivoiriens. Il y aura des intellectuels africains venus d'autres pays africains comme le Rwanda et l'Afrique du Sud qui vont s'exprimer. Il y aura des représentants de chaque sensibilité politique ivoirienne, ici dans la diaspora. Et on va surtout évidemment écouter des jeunes, on va écouter des femmes, on va écouter certaines paroles de religieux, tout ce qui est de nature à booster une réconciliation et un pardon durable en Côte d'Ivoire, bien sera débattu ici. Je rappelle que c'est un colloque scientifique, il n'est pas le lieu de la décision politique, mais de la proposition. Les recommandations de ce colloque, mon cher Philippe Pouon, seront par la suite acheminées aux députés de Côte d'Ivoire, quitte à eux de voir comment, en toute légitimité, ils pourront mettre cela en œuvre dans le cadre, justement, de la réconciliation, du pardon sur le terrain. Merci. Tout à l'heure, vous avez vu un peu la réaction d'autres Ivoiriens, au-delà de la presse. Est-ce que cela ne présage pas déjà le difficile chemin que M. Guillaume Soro veut emprunter? Absolument. Le président Guillaume Soro nous a prévenu que le métier sera difficile, mais qu'il faudra que nous restions dans la passion de la Côte d'Ivoire, qui est notre terre, native pour certains, adoptive pour d'autres comme moi, la passion de la justice, de la vérité, de la paix, du progrès et du bonheur partagé pour toutes les générations. C'est cela qui doit nous guider, même quand, dans certaines situations, nous aurons le sentiment de ne pas être écoutés et finalement de faire face à des personnes qui ne rentrent pas aisément dans la logique du dialogue. Donc nous sommes et nous restons dans un état d'esprit positif. Nous considérons que si des obstacles viennent à nous, c'est bien parce que ce que nous faisons a une valeur. Est-ce que cette démarche du président Guillaume Soro n'est pas une démarche électoraliste pour 2020? Non, le président nous a demandé de privilégier le pays d'abord sur les ambitions personnelles de qui que ce soit. Je rappelle qu'en 2005, le président n'était candidat à rien. En 2010, le président n'était candidat à rien. En 2015, le président Guillaume Soro n'était candidat à rien, mais pourtant, il a participé à essayer de trouver des solutions pour son pays pratiquement sur ces 15 dernières années de manière continue. C'est au peuple de Côte d'Ivoire le savoir qui mérite de lui et c'est à chacun en son âme et conscience, que ce soit en 2020, 2025 ou 2030, comme l'ont dit certains, qui décidera de comment il peut servir son pays. Il fallait qu'on dise stop.